Maxime, tu n'as pas eu le temps vraiment de te présenter tout à l'heure, puisque la RATP ne t'a pas laissé arriver à temps. Bref, ça fait plus de 20 ans que tu es journaliste essayeur automobile. Si tu veux te présenter en quelques mots, quelques minutes juste avant de te lancer une interview, puisque j'ai tout un tas de questions à te poser. Oui, alors donc Maxime Fontanier, j'ai commencé dans la presse automobile en 2002. Je suis resté 10 ans à l'Autojournal comme essayeur rédacteur automobile. Après, j'étais indépendant pendant 1 an ou 2, où j'ai fait un petit peu de télé, Direct Auto, etc. L'Argus, j'ai beaucoup travaillé pour l'Argus. Ensuite, j'ai fait Automoto, où là, je me suis occupé de la rubrique moto pendant 8 ans. Depuis, je suis indépendant. Donc j'ai ma chaîne YouTube à mon nom, Maxime Fontanier ou Max Reportage comme on veut, et je collabore beaucoup avec Automobile Propre pour les essais de véhicules électriques. Et je suis aussi un fidèle lecteur de Frandroid et Numérama. Je regarde les vidéos de Vincent et ça m'agace parce qu'aujourd'hui elles sont vraiment très très bonnes. Et je lis aussi beaucoup les papiers de Numérama, les de Raphaël, de Raphaël qui sont, je trouve vraiment très exceptionnels. Ah ouais. Mais on est d'accord. Sache que tes vidéos sur Automobile Propre sont vraiment top, et je pense que c'est l'une des parce que j'ai acheté 2 voitures électriques, ça fait 4 ans maintenant, et je pense que j'ai dû regarder tout un tas de tes vidéos pour me tenir au courant, informé et tout, avant de revenir chez Frandroid pour parler de voitures électriques. Donc, voilà, et c'est vrai que tu es devenu un des spécialistes VE sur YouTube, entre autres. Alors qu'à la base, je suis pas spécialiste. C'est ça qui était un des rares qui a fait ce switch. Je suis pas spécialiste VE, mais je suis pas surpris aujourd'hui que les meilleurs, parmi les meilleures vidéos d'essais de voitures électriques, ce soit la presse tech qui la fasse, puisque c'est logique. Parce que techniquement, une voiture électrique est beaucoup plus proche d'un smartphone et d'un ordinateur qu'une voiture traditionnelle. Exactement. Écoutez, merci Maxime pour cette petite présentation, et on va passer à une interview puisqu'on a la chance de t'avoir avec plus de 20 ans d'expérience dans le milieu, et je suis sûr que tu as tout un tas d'anecdotes à nous raconter, de choses croustillantes ou pas, d'ailleurs ça peut être drôle, pas drôle ou autre à voir. Ma première question, c'est quelle est ta toute première expérience avec une voiture électrique? Qu'est-ce que tu en as pensé? Comment ça s'est passé? Voilà, raconte-nous. Alors ma toute première expérience en voiture électrique, c'était le Tesla Roadster. Quand il est arrivé, et donc c'était en France, c'était 2008 ou 2009, je sais plus exactement, je crois que c'était 2008 l'arrivée en France, mais j'ai dû l'essayer au mi-2008 pour l'Autojournal. Donc je faisais un article et j'ai eu la chance de pouvoir conduire la voiture aussi bien en ville, etc., mais aussi sur le circuit de Montlhéry. Et donc là, ça a été un choc, parce que la voiture était vraiment quand même très efficace, et très rapidement après, j'avais essayé la Mitsubishi i-MiEV. Ah oui. Qui est arrivé à peu près dans les mêmes eaux. Et donc, d'un côté, il y avait une expérience qui était vraiment exceptionnelle, avec un véhicule hyper performant, qui pouvait faire ses 200 km d'autonomie sans se priver. Et de l'autre côté... Ce qui, à l'époque, était inédit, ouais. Et en face, on avait l'iMIV, qui avait je crois qu'elle avait quand même du chat démo, il y avait 50 kW en chat démo. Le connecteur de charge japonais. Charge rapide, mais japonaise, donc on ne trouvait pas d'adaptateur en France. Ouais. Et donc, voilà, mes premières expériences, c'était ça. Donc, dès le départ, j'ai vu que Tesla, quand même, était largement au-dessus d'un norme, même s'il s'agissait encore, on va dire, d'une voiture en petite série, sur une base de Lotus, qui était très mal équilibrée, pour le coup, par rapport à une Lotus. Parce que sur circuit, vous aviez l'impression qu'un mur vous poussait, avec les batteries dans le dos, quoi. Et puis les freins, avec les petits trous, n'étaient pas du tout adaptés au poids des batteries. C'était une Lotus bricolée, quoi. C'était une Lotus qui marchait mieux qu'une Lotus en ligne droite, mais beaucoup moins bien qu'une Lotus en virage. Et quand on regarde moi, je suis amusé à regarder les caractéristiques de la voiture. Avec l'autonomie était très faible et tout, elle était vraiment... c'était pas mal quand même. Pour les kilomètres. Ils ont fait après des mises à jour, des gens qui avaient acheté la première, on pouvait changer la batterie et tout, mais... c'est quand même pas mal. Déjà, il y a deux choses, c'est que pour l'époque, 200 km, une voiture électrique, c'était du jamais vu. C'est vrai. Et la deuxième, c'était encore une fois, c'est une voiture qui était bricolée. Ils prenaient la base d'une Lotus, donc qui est un petit roadster anglais. Ils mettaient des batteries un peu comme ils pouvaient, machin, et ça faisait une voiture. Enfin, c'était avec un tableau de bord un peu refait. Ça, ils mettaient un écran tactile un peu dégueu, et voilà. Et ce qu'on voyait à l'écran là, c'était la Tesla Roadster, la nouvelle ou la future pour en devenir. La prochaine. Est-ce qu'elle existera un jour? Elle est bon. Là, ça sera pas du bricolage, quoi. Bref. Ok, merci. Deuxième question. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter un peu folle que tu as vécu lors d'un essai? Pas besoin de citer une marque forcément, mais tu vois quelque chose qui t'a vraiment marqué.
vraiment marqué sur un essai? Bah justement, sur cet essai Tesla Roadster, on faisait les photos sur les quais de Seine à Paris. Et là, il y a les policiers qui sont venus, qui ont regardé la voiture, qu'est-ce que vous faites là, etc. Alors à l'époque, on n'était pas... Enfin, c'était plus simple, on va dire, de discuter, de faire des images sur les quais qu'aujourd'hui, on va dire. Mais bon, je montre la voiture et je fais monter une policière à côté de moi et je me fais une Axel, un 0 à 100 sur les quais avec elle à côté. Elle était complètement scotchée parce que ça poussait... Enfin, aucune voiture poussait autant à cette époque-là. Sans un bruit. Et sans un bruit. Et en plus, à un endroit où c'était limité à 50. Et bon, j'ai fait un petit 0 à 100 quand même, quoi. Et ce qu'on ne recommande pas. Non, ce qu'on ne recommande pas. Mais bon, j'ai gardé mon permis quand même. Et j'avais eu l'occasion de le faire aussi avec une M5 V10. Donc, autre voiture, autre contexte, mais pareil, nos amis policiers aiment l'automobile, je peux vous le dire, parce que quand vous prenez 200 au lieu de 80 avec le policier à côté, je dirais pas où c'était, ni la plaque, mais il y a quelques tolérances qui peuvent s'effectuer. Ok. En 20 ans de métier, est-ce que tu as déjà rencontré une voiture qui t'a vraiment ému, limite t'as pu pleurer, verser une petite larme, un cri de joie, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué à vie, quoi? Alors il y en a 3 en fait. Il y en a 3 qui m'ont vraiment ému. C'est-à-dire on a des frissons quand on monte dans la voiture, etc. La première fois, c'est la première fois que j'ai essayé une Ferrari à Maranello. À l'époque, c'était la 360 Modena Challenge. Ouais. Bon, déjà une version préparée d'une Ferrari, déjà c'est incroyable, et surtout à Maranello. Ouais. Là, on avait déjeuné avec Jean Todt, il y avait Schumacher qui tournait avec sa Formule 1 à 5 mètres dans le jardin, quoi. On était dans le jardin de Fiorano et on mangeait au bord du circuit et Schumacher qui tournait. C'était juste surréaliste. J'avais l'impression d'être dans un rêve, quoi. J'étais à la télé. Donc ça, c'était marrant. Et ça m'a ému. Après, la grosse émotion, c'est la première fois que j'ai essayé une modèle S. Parce que là, je touchais du doigt une révolution automobile, quoi. C'est comme le gars qui a essayé, pour le coup, on parlait de la DS tout à l'heure, celui qui a essayé la DS dans les années 50. Et donc, là, on voit en image, en fait, j'ai fait le premier Marseille-Paris en voiture électrique. Wow. Alors, j'avais pas de huissier, mais je pense que c'est un record historique, parce que personne, je pense, n'avait fait Alors, on l'a fait en une journée complète, mais en partant le matin, en arrivant assez tard le soir. Le propriétaire, James Morley, qui avait pris sa voiture, qui est un des premiers propriétaires de Tesla, a dormi à Porte de Versailles sur la première borne Nissan avec un adaptateur CHAdeMO, qu'il avait pour ça. Et on a attendu 3 ou 4 heures à Lyon. À Lyon, il y avait un centre de recherche où ils avaient des bornes électriques qui chargeaient et on a dû attendre 3 ou 4 heures. Et on a roulé à 90 sans clim et on est arrivé à 0 à la borne, Nissan. Oui, parce qu'il n'y avait pas de superchargeur à l'époque, en fait. C'est ça qu'il faut préciser. Mais je disais dans la vidéo que des superchargeurs allaient arriver, etc. Mais quand le sujet est sorti, les gens ont vu ça, ils ont dit c'est complètement farfelu. À quoi ça sert d'acheter une voiture à 100 000 euros qui pour rouler à 90, voilà. Mais l'idée, c'était de dire là, on est sur un produit vraiment en avance et ça va révolutionner le marché. Et quand je disais ça à l'époque, je peux vous garantir qu'on se moquait de moi, surtout dans ma profession. Et ça a duré longtemps. C'est-à-dire qu'on a arrêté de se moquer de moi à partir du moment où la Model 3 est sortie. Ça, je m'en souviens très bien parce qu'on était amis sur Facebook déjà à l'époque et tu étais le premier à faire des posts en disant là, il y a un truc qui se passe avec Tesla. Et c'était un bash, mais c'était vraiment tout le monde dans les commentaires. À chaque fois. Et encore aujourd'hui, on dit que t'es pro Tesla. Mais non, je suis pas pro Tesla. Je veux dire, moi, je suis pro efficacité et prix équipement. C'est ça. En fait, tu deviens pro Tesla quand t'as testé une Tesla, c'est ça? Ouais, non, mais en tant que journaliste, ce que je veux dire, c'est que tu te dois pas d'être trop passionné. Tu dois être objectif. Donc moi, quand j'achète une MG4, c'est pas par passion, c'est parce que je suis utilisateur. En rapport prix, prestation, usage, j'ai pas trouvé mieux. J'ai acheté ça d'occasion, j'ai pas trouvé mieux. Non, mais tu es sorti de l'essai d'ailleurs de la MG4. Et j'ai fait l'essai. C'est une voiture qui m'intéresse dans la vidéo. Quand je l'ai essayé, j'étais surpris. Tu l'as dit spontanément, quoi. Je l'ai dit spontanément parce que là, ce qui m'a surpris sur la MG4, en fait, c'est son châssis. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand j'essayais des voitures chinoises, c'était pas toujours très bien amorti et même en direction, etc. C'était pas hyper calibré, on va dire, pour les exigences des Européens. Et là, on avait une voiture. D'ailleurs, tu sais pourquoi, personnellement, et je pense que c'est aussi le cas de Vincent, on n'achètera jamais de MG4 parce que l'infodivertissement n'est pas au niveau, quoi. Ah oui, non mais tu vois le point de vue entre un tech et un essayeur. Moi, ce qui me plaît dans la MG4, c'est le châssis, le moteur. Moi, ça m'a beaucoup plu, mais mais l'infotainment, c'est une catastrophe. Mais d'accord. Et d'ailleurs, question. Et pour moi, c'était un no-go du coup. Moi, c'était un no-go. Mais ça me permet de me concentrer sur la route. Et puis j'ai mon Apple CarPlay.
Heureusement qu'il y a la CarPlay. Voilà. Et quelle voiture tu aimerais faire découvrir une voiture électrique à quelqu'un qui n'a jamais testé la voiture électrique, tu vois? Alors j'ai fait une vidéo pareille, c'est pas pour faire ma promo, mais j'ai fait une vidéo où j'ai fait essayer un de mes voisins qui a 86 ans. Normalement, je dois pas donner son âge. Et je lui ai fait essayer une Tesla Model Y propulsion. Pourquoi? Parce que c'est la voiture la plus vendue, on en a parlé. Et il connaissait pas du tout. Il roule avec un Capture. Il a pas prévu de passer à l'électrique, etc. Et donc, je lui ai fait essayer. Donc, la vidéo est sympa. Parce que c'est vraiment... Et puis, j'ai fait ça sur le vif, hein, vraiment. T'as dit 86 ans? Ouais. 86 ans et on le voit à l'écran. Ouais. Bah voilà, vous avez mais j'ai vu cette vidéo, mais beaucoup de gens l'ont vu. Ça a bien marché, mais parce que c'est authentique et puis personne ne triche quoi. Enfin, c'est pris sur le vif et alors ça il a aimé. Il en a pensé quoi? Il a trouvé ça bluffant. Après, comme la majorité, on va dire, des gens à qui on parle électrique qui connaissent pas, il dit et l'autonomie. Et quand je lui donne l'autonomie, il dit avec ma Capture je fais mieux. Même si on a un bon rendement énergétique. Mais encore une fois, l'autonomie n'est un problème que quand on n'a pas les infrastructures. Je veux dire, les motos, elles font pas plus de 200 bornes et ça gêne personne. Et justement, tu vois, tu parles d'infrastructure. Pour toi, c'est quoi tes prédictions sur la voiture dans les 20 ans à venir? Pas forcément infrastructure, mais j'imagine que c'est une partie de la réponse peut-être. Dans les 20 ans à venir, je pense qu'il faut regarder Xpeng. Xpeng, c'est une bonne idée de ce qu'on aura dans 20 ans à venir, c'est-à-dire des voitures volantes. Enfin, des drones, en fait, finalement. Tu crois aux voitures volantes? Des drones. Alors, c'est pas la voiture qui va se déplacer. Je crois pas à la voiture qui déploie ses ailes et qui décolle. Je pense qu'il y aura du Cybercab d'un côté, comme l'a montré Elon Musk, même si les prédictions d'Elon Musk en termes de temps, je rajouterais 5 ou 10 ans, comme toujours. C'est vrai. Mais c'est pas sûr que ça vienne de lui. Et là-dessus, peut-être, oui, mais c'est pas sûr, non, c'est vrai. C'est moins sûr depuis qu'il s'est mis à faire de la politique, c'est toujours dangereux. Mais bon, moi, je vois bien des Cybercab et des drones, en fait, le transport. Le Cybercab, c'est le taxi 100% autonome qui était présenté par Tesla. Des véhicules 100% autonomes qui vont arriver, à mon avis, plus vite qu'on ne le croit. Il croit beaucoup, du coup, aux drones volants. Les petits hélicoptères. Les petits drones, j'y crois. Après, il va falloir encadrer le trafic, etc. Parce que l'espace aérien, c'est pareil. Parce qu'on couvre beaucoup de salons tech et on les voit, nous, depuis longtemps. Au CES, entre autres. C'est vrai que c'est impressionnant. Quand on est à côté, on a l'impression que c'est des petits vaisseaux spatiaux. Mais... Là, on le voit, c'est effectivement ce que vient de lancer Xpeng. Donc, c'est une espèce de pick-up qui fait base du drone. Donc, qui se recharge, tout ça. Et quand tu veux décoller, tu prends ton drone et tu peux acheter ce modèle. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense qu'on n'achètera plus son véhicule. C'est-à-dire que si on achète un véhicule, comme l'a dit Elon Musk, celui qui va acheter un véhicule sera pour le louer. C'est-à-dire qu'au lieu de garer la voiture et la laisser ne rien faire, elle roulera tout le temps la voiture pour aller déplacer d'autres individus. Un actif. Et d'ailleurs, ça, je pense que ça va déplaire à beaucoup de gens. Est-ce que toi, tu te vois dans l'affirmation, la voiture c'était mieux avant, puisqu'en effet tu dis, là on sera dépossédé de sa voiture, ça sera un peu une location ou autre, quoi, ou un autopartage, un partage. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation que c'était mieux avant? Moi, je serais partie des vieux qui regretteront d'avoir moins de liberté. C'est toujours ça. Si on regarde les années 70, aujourd'hui, on vous dit, dans les années 70, on était plus libre, mais on mourait à 20 ans en voiture. Donc moi, je fais partie des gens qui regretteront, oui, en effet, de ne plus pouvoir être maître complètement de ses déplacements, d'être tout le temps pisté, mais à côté de ça, on me dira, oui, mais tu es parfaitement en sécurité, tu peux revenir à 2h du matin, ivre-mort chez toi, je conseille à personne de rentrer chez lui ivre-mort, mais vous m'avez compris, sans poser de problème à autrui. En fait, donc on va vers un modèle chinois, tout simplement, puisque le nouvel empire c'est la Chine. Donc si on veut voir le futur, faut regarder là-bas. Et je crois que vous y êtes allé d'ailleurs. Vous avez dû voir le futur. Moi, je connais pas. Pour le moment, il y a pas plus à même de répondre que moi sur la voiture du futur. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de voitures qui se conduisent tout seul, mais on en a testé. Une de Huawei. On était ensemble. Et je vous invite dans le chat si la question vous intéresse des voitures autonomes. On a testé la Huawei autonome à Shenzhen et on en a parlé il y a un mois, je crois, dans une émission survoltée. Et on a montré des vidéos, c'était cool. Une claque. Et surtout en Chine, parce qu'ils ont une conduite hyper agressive. Et la voiture, elle était agressive aussi. Donc c'est vous qui devez me parler de futur. C'est pas moi. Non, mais c'est hyper intéressant ta réflexion. C'est vrai que moi, je trouve que l'argument numéro 1 que tu as mis en avant, c'est sauver des vies. Parce que moi, je trouve que c'est dommage que quand tu prends, que ce soit un loisir, une façon de se déplacer, et que tu mettes en péril la vie d'autres. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Je trouve ça quand même dommage. Et donc, je trouverais ça cool qu'on réduise ça à 0, quoi.
Comme l'objectif de Volvo. On réduira à 0 de toute façon. On a déjà réduit énormément en termes d'accidentologie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus bas. La courbe Donc on va vers de plus en plus de sécurité, mais, entre guillemets, ça se fait au détriment de la liberté. Mais il ne faut pas que la liberté porte atteinte à celle des autres. Donc voilà, la liberté de faire du bruit, par exemple. Propriété. Voilà. Mais justement, Maxime, on a encore... Alors, on va inaugurer avec toi une nouvelle rubrique qui s'appelle comment d'ailleurs? Je me souviens même plus. En tête à queue, oui, voilà. Pardon. C'était écrit en plus en grand sur mon écran. On ne l'a jamais fait. En gros, le principe, je te l'explique, c'est je vais poser toute une série de questions. On a à peu près une dizaine. Et l'idée, c'est que tu répondes vraiment du tac au tac, sans vraiment justifier ta réponse, avec voilà, la réponse la plus courte possible. La rubrique dure 2 minutes, il y a 10 questions, donc voilà, t'as compris, ça va être très rapide. L'idée, c'est un peu mieux de te connaître un peu mieux, de connaître tes positions sur certaines questions. Il y a rien il y a pas de questions pièges, hein, rassure-toi, c'est voilà. Est-ce que tu es prêt? Allez. Je prends ma petite fiche que m'a préparée Greg. Allez, on commence. Première question, la conduite autonome, rêve ou cauchemar? Rêve. Je suis d'accord. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui hésite encore à acheter une voiture électrique? Il faut avoir une borne à domicile. Il faut pouvoir se brancher chez soi pour acheter un véhicule électrique. Si tu pouvais inventer une option complètement décalée pour une voiture, ça serait quoi? C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Faire des proutes. Ça existe déjà. Mais ok, je l'accepte. Une marque automobile qui, selon toi, n'aurait jamais dû exister? Ce serait facile de répondre. C'est compliqué. Une marque qui n'aurait jamais dû exister. Ça peut être une marque qui n'existe plus aussi. Hein. C'est compliqué là. Qui n'aurait jamais dû exister. J'ai un trou parce que en fait c'est méchant si c'est une marque qui est déjà électrique et puis c'est pas justifié. T'as le droit des jokers. Mais alors Joker. Allez, Joker. Moi je réponds à ta place, j'aurais dit Fisker. Mais en même temps, il faut tenter les choses. Tu vois, j'ai pensé tout de suite. Moi, trop facile. Moi, j'aurais dit Hummer. Facile en fait. Hummer. Allez, la réponse c'est on accepte. Oui, c'est une bonne. Allez, c'est pour l'armée. Je prends sa réponse. Je dis Hummer. À contresens des valeurs. Hummer. Ton modèle préféré que tu n'oses pas avouer aimer? La M5 V10. Mais non, mais j'ose avouer en fait, c'est ça. C'est ça le problème, c'est que j'ai aucune gêne. Allez, je vais dire une Mustang 5 litres boîte manuelle et qui m'a procuré la petite larme aussi, comme la Ferrari Modena. Ok, c'était la troisième, d'accord. Dans une autre vie, tu es une voiture, laquelle? C'est dur comme question. Alors maintenant, j'espère être une Tesla Model 3 Performance. Voilà. La référence du marché. J'adore. Si les voitures pouvaient parler, laquelle te raconterait les histoires les plus folles? La 911. La 911, elle a des choses à dire. Y a-t-il une odeur de voiture thermique qui te manque? Ça peut être l'intérieur, le cuir, c'est pas forcément le moteur. Oui, c'est vrai, l'odeur mais ça me manque pas. Ouais, les Porsche 911 aussi. Elles ont une odeur qu'on a moins maintenant parce qu'on enlève les sièges en cuir traditionnels pour mettre du alors le cuir traditionnel, mais c'est pas bon pour les animaux, c'est pas bon pour la planète, donc c'est des odeurs, c'est comme l'huile et l'essence, c'est des odeurs qui nous parlent mais qui sont mauvaises en fait. La petite Madeleine, mais la Madeleine toxique. Voilà, c'est la Madeleine, mais la Madeleine elle est toxique, on le sait aujourd'hui avec le sucre. C'est vrai. Si tu pouvais rouler éternellement sur une seule route, laquelle ce serait? Je dirais une route des Alpes, un col des Alpes, un col alpin. Okay. Mais bon, la Corse aussi, on est. Je pourrais pas donner une départementale en particulier, mais je dirais les Alpes ou la Corse, faut qu'il y ait du relief. La Corse pas en été, par contre. sans les bouchons. Voilà. Quelle technologie de voiture te fascine le plus aujourd'hui? C'est le rendement énergétique des moteurs à réductance variable Tesla. Dire, personne n'arrive à faire mieux, même les Chinois n'arrivent pas à faire mieux. C'est vrai que c'est un gros point noir sur les Chinois, c'est que tu as l'impression que la conso ils s'en foutent quoi. Enfin, non, mais les seuls qui font des moteurs à réductance variable et qui les font en interne, c'est Tesla. Ce qu'il y a de drôle, c'est que la technologie de la réductance variable, c'est Toyota qui l'a inventée sur la Prius. Et Toyota est complètement dans les choux en électrique. Maintenant, les Japonais, attention, ne se jettent jamais. Ils n'aiment pas essuyer les plâtres et ils se jettent jamais sur les nouveautés, ils attendent qu'une technique soit fiabilisée. Et d'ailleurs, Lucid, ils n'utilisent pas ce type de techno?
Je sais pas. C'est une question. C'est vrai qu'ils font fort Lucid aussi. Ouais. En termes de rendement énergétique. Ça arrive des Américains aussi. Voilà. Un trait de caractère que les fans de voitures électriques partagent, selon toi. Quel trait de caractère les fans de VE partagent le plus? Je pense que beaucoup sont finalement comme vous. C'est-à-dire que c'est des amateurs de tech et c'est des CSP+. Puisque quand on voit le prix des voitures électriques, donc je dirais un haut niveau de vie, une attirance pour tout ce qui est informatique et nouvelles technologies. Y a-t-il eu un moment où tu as eu envie de tout arrêter dans ta carrière pro de journaliste d'essayeur? Non, pas pour l'instant. Quand la voiture autonome va arriver, il va falloir que je me remette en question. Il y aura des choses à tester. Non, mais je ferai des essais pour Autorétro. J'irai bosser pour Autorétro. Voilà. Et je dirais, avant c'était mieux. On avait un volant. Et vous ressortirez cette émission. Et dans l'Autorétro, il y aura la Model 3. Cite-moi une voiture de film que tu aimerais tester en vrai. Ça peut être la Batmobile, tu vois, ça peut être la 406 de taxi, Oui, 406 et la 407 aussi. Oui. La Mystery Alors Machine. La 406 de taxi, je l'ai déjà essayé avec un Uber pirate. Quoi? Ah, énorme. C'est vrai. Alors, faut en dire pirate. Plus, là. J'arrive à Roissy, un gars me dit, ouais, moi je vous le fais, machin, en liquide, et on descend, et la voiture est blanche, c'est une 406. Elle est vraiment dans un état pitoyable, et le gars, en fait, sort du parking sans payer, derrière une voiture. Ah ouais. Ensuite, il se prend 2 flashs sur le trajet. Non. Il roule à 160 avec téléphone au volant. Ah oui. Et il m'a déposé sain et sauf, mais je transpirais et il fallait aller au distributeur pour le payer en liquide, bien évidemment. Okay. Donc c'était vraiment le taxi, comme dans le film. D'accord. Je l'ai vécu. Ok. Ça existe. Faut pas que ça arrive à un touriste chinois ou japonais, il va pas comprendre. Là, ça va être compliqué. Ouais. Une voiture électrique qui a surpassé toutes tes attentes. Encore une fois, je reviens à Tesla, quoi. C'est toujours pareil, hein. Je veux dire, ça dépasse toutes les attentes. La première fois que j'ai essayé une Tesla Model 3 Performance, une fois j'en ai essayé une avec un confrère journaliste qui s'appelle Loïc Depaillé et qui est spécialisé dans les voitures de sport, dont le papa était pilote de Formule 1. Et lui-même, il était extrêmement surpris, parce qu'en plus il a eu l'occasion de l'essayer sur piste et tout, et avant de monter dans la voiture, il m'a dit, ton grille-pain... c'était limite ça, ta machine à laver, ça va pas être marrant. Ouais. Et en fait, il s'est rendu compte que c'était très très efficace, performant et fun à conduire surtout. Clairement. Et fun à conduire. Ce qui veut dire qu'on peut avoir du fun sans le bruit. Ouais, c'est ça. Ça devient même has-been le bruit. Ouais. Quand on s'habitue à ne plus en avoir. Ok, écoute, merci Maxime. Là, je viens de te bombarder de questions. Merci. J'ai pas été du tac au tac pour tout. Mais c'était intéressant. Là, on va se poser un petit peu plus. L'idée, c'est qu'on passe sur une troisième partie de ton interview. Et en gros, on va te montrer des images qui te concernent, qu'on a été allé récupérer sur ta chaîne YouTube, sur ton Facebook, etc. Et on aimerait avoir tes réactions, voir ce que ça t'évoque. Il y a 5 images au total, avec 5 pans différents de ta carrière pro, on va dire. La première, ça date de 2013. Si on peut l'afficher en régie, c'est une Jaguar Type E de 1963, série 1. Je sais pas comment on dit, d'ailleurs, je suis pas très... non, série 1, c'est très bien. Ça, c'est marrant, vous ayez trouvé cette image. C'est mon premier reportage pour Max Reportage. Exactement. J'avais fait Vincennes en ancienne. Et j'avais filmé donc plein de voitures anciennes, donc cette magnifique Type E en effet. C'est super. C'est ça. Et donc en effet, l'idée c'était que tu nous racontes rapidement tes débuts sur YouTube, tu vois, comment t'en es arrivé là. Alors mes débuts sur YouTube, c'est pas Max Reportage, c'est une chaîne qui existe toujours et qui s'appelle Super Vroom 2. D'accord. Tout attaché. Okay. Et là, vous allez trouver des trucs old school filmés en 480 qui bougent parce qu'il n'y avait pas de stabilisateur et il n'y avait pas de GoPro non plus, mais j'avais une ventouse sur laquelle je pouvais attacher mon Lumix. Donc en fait, j'avais j'avais pas inventé la GoPro, mais j'avais fait une GoPro avant l'heure, en quelque sorte. Et donc ça, j'avais commencé, j'ai dû ouvrir en 2009. Ok. En 2009, j'avais une chaîne qui s'appelait Super Vroom 2, qui existe toujours, qui est plus alimentée, mais que vous pouvez consulter. C'est assez old school quand même. Hein. Et comment tu t'es dit je vais lancer ma chaîne? Qu'est-ce qui t'a décidé? J'étais essayeur à l'autojournal et en fait je collaborais de temps en temps avec le site internet, mais comme j'avais commencé moi sur le web avant de rentrer à l'autojournal, j'ai fait une formation en alternance sur un site internet en fait qui faisait que des essais de voitures
Et donc, j'avais déjà l'habitude de tout faire, mise en ligne, photos, etc. Donc, quand je suis arrivé à l'autojournal où j'avais juste des articles à écrire, comme j'avais mon Lumix, d'ailleurs, c'est un Lumix qui nous filme, c'est marrant, avec mon Lumix, je me suis dit, faut quand même que je prenne des bribes, voilà, des extraits de ce que je vois, parce que c'est quand même, c'est top ce que je vis, quoi. Donc, et donc, j'ai essayé de partager ça en faisant des petits montages sur iMovie. Et j'ai commencé comme ça. Donc, ma première vidéo, ça devait être une mini, sur le circuit de Majorque. Ok. J'avais fait un petit clip, quoi, iMovie. Et donc j'ai commencé comme ça, mais ça n'intéressait pas l'autojournal à l'époque. Je me suis même fait virer pour ça, quoi. Ah, ok. Oui, parce que ceux qui étaient dans la presse écrite voyaient ça d'un mauvais œil, parce qu'ils se disaient, on va nous demander de faire de la vidéo demain, et c'est pas bon pour les photographes, les caméramans. Et les gars du web se disaient, mais si les rédacteurs papier se mettent à faire des vidéos, nous, on n'aura plus de budget. Donc en fait, ce que je proposais, c'était novateur, mais c'était pas intégré dans l'organigramme et ça gênait plus. Trop tôt. Et donc, je me suis pris faute lourde. Donc j'ai fait. Ah ouais, j'ai fait faute lourde parce que tu fais des vidéos sur ton temps de travail. J'ai gagné parce que je gagnais pas ma vie avec, et en plus j'avais toutes les traces qui prouvaient que je leur avais proposé pour l'exploiter. Ils avaient même exploité des images que j'avais fait pour le site internet, donc ça m'a protégé. Okay. Donc je suis retombé sur mes pattes, mais malheureusement j'ai pas pu commencer ma carrière de youtubeur à cette époque-là, parce que faute de partir avec un plan de départ volontaire, je suis parti avec rien du tout, et puis les frais d'avocat. Et donc je me suis mis à bosser pour la télé, pour l'Argus, et je commence à développer ma chaîne YouTube seulement maintenant, parce que maintenant on commence à avoir du sponsoring. Et jusqu'à présent c'était un peu trop tôt, parce qu'en fait il fallait nourrir l'algorithme en quantité. Et en fait l'algorithme YouTube, quand vous commencez à travailler pour lui, c'est un peu, alors là je vais te donner une référence vraiment pour les vieux. Vous allez peut-être pas savoir ce que c'est, mais le film Les Sous-doués, c'est des mecs qui cherchent à passer leur bac, qui sont nuls. C'est un vieux film. Hein. J'ai vu une fois il y a très longtemps. Ils trichent comme des... Ils trichent tous, et à un moment, les profs, ils leur amènent la machine à claques. Et quand ils répondent bien, ils ont une sucette. Quand ils répondent pas bien, la machine, elle leur met 2 claques. Et l'algorithme YouTube, c'est la machine à claques des sous-doués. Mais moi, je veux pas travailler pour une machine à claques. Donc, je préfère travailler pour, des médias comme vous. Et là, maintenant, je commence à avoir un peu de sponsoring sur ma chaîne. Et donc, quand j'ai un sponsor, je peux faire une vidéo. Mais je fais pas de vidéo pour alimenter l'algorithme en brut, parce que sinon, on vit plus, quoi. On a une image de toi aussi qui est plus récente, de 2023, sur une moto Honda au circuit Paul Ricard. Du coup, a priori, tu es aussi passionné de moto avant tout, ou moi je suis passionné par tout ce qui roule, mais même le skateboard, j'adore ça, quoi. Je suis pas très bon, mais et puis en vieillissant avec une clavicule pétée en moto, forcément on se calme, parce que la moto, forcément 8 ans d'essai moto pour automoto, une clavicule, je m'en sors bien. Ah ouais, c'est lors d'un essai moto, même pas à Paris, feu orange, tout seul comme un grand, même un débutant n'aurait pas fait mieux, quoi. Donc, c'est toujours comme ça, alors que j'ai eu l'occasion de faire mais on va dire, quand on voit cette photo là, on se dit le mec il prend des risques, mais en fait c'est là où on prend le moins de risques en moto, parce que là je suis hyper équipé, la moto elle a des pneus, elle freine de ouf, et si je tombe, il y a des graviers, il y a pas de poteaux, d'autres usagers finalement. Donc entre ça et finalement un Deliveroo, le Deliveroo il prend 1000 fois plus de risques. Complètement, Mais dans l'image, on a mis dans la tête des gens la vitesse tue. Et donc, dès qu'on voit quelque chose qui est en rapport avec la vitesse, on a peur. Alors qu'en fait, c'est les endroits où on roule le plus vite qui sont les plus safe. À 130 sur autoroute, c'est là où on roule le plus vite, et c'est là où il y a le moins de risque d'accident. On pourrait même rouler à 150, je n'ouvrirai pas le débat, mais vous voyez ce que je veux dire. Je réfléchissais pour le débat, mais l'autopilote, c'est l'ennemi de la moto, non? Non, parce que l'autopilote, il voit la moto arriver. Non, mais je veux dire, il se décale. Oui, mais c'est l'autopilote qui donnera, qui annoncera la fin de la moto. Pour le plaisir de conduire. De manière juridique, sans doute. Déjà parce que l'autopilote n'existera pas sur la moto. Oh, peut-être. Il remonte les fils. Non, mais on aura des véhicules de différentes tailles. Une fois que la réglementation et l'autopilote aura prouvé que c'est plus sûr, etc., ça deviendra majoritaire, et à un moment, il sera décidé que la moto est trop dangereuse, quoi. On peut imaginer des motos autonomes. Ça sera toujours plus dangereux.
Mais c'est d'ailleurs pour ça que Tesla ne fait pas de moto. Parce qu'Elon Musk a eu un grave accident de moto quand il avait 16 ans ou un truc comme ça et qu'il veut pas faire de moto parce que pour lui, la moto, c'est. Ok, je savais même pas. Okay. Exactement. Il veut pas de moto. Oui, mais une moto avec 10 caméras, des capteurs. Et qui ne tombera pas parce qu'elle a un gyroscope. Et avec un gyroscope ou même des trépieds qui sortent. Je veux dire, une voiture autonome, par définition, elle a jamais de choc. Puisqu'en plus, elle communique avec les autres véhicules. C'est pas seulement les caméras, c'est qu'une communication entre les véhicules. Donc l'autonomie parfaite, elle peut se faire sur 2, 4, 6, 8, 10 roues, quoi. C'était une réflexion. Alors là, on a parlé de moto. Revenons un peu sur l'automobile, mais de collection cette fois-ci, puisqu'on a une photo de toi de 2020 où tu es au salon Rétromobile et du coup, tu es aussi grand fan de voitures rétro, c'est ça? Alors d'ailleurs, je suis fan de tout ce qui roule, donc ça peut être ancien, nouveau, moderne. Mais vous voyez, en fait, j'ai autant de plaisir à essayer une ancienne Porsche qu'à essayer une Tesla. Mais justement, en parlant de Porsche, on a une autre photo. Alors, elle est un peu plus vieille puisqu'elle date de novembre 2011. C'est une Porsche 991 Carrera S PDK, donc PDK boîte auto, j'imagine, type 991 en Californie. Tu voyages, elle est magnifique. En plus, là, en or, c'est vers Malibu, peut-être, je sais pas trop. Super événement, c'était en Californie, en effet, c'était à Santa Monica. Ok. Ça donne envie. Hein. Et la question, c'est, du coup, c'est un peu un métier en or aussi pour découvrir des lieux du monde entier, j'imagine, d'être journaliste auto. Tu voyages et tu découvres là des routes. J'imagine que cette route devait être magnifique aussi. Ouais. Alors, oui, ça, c'est vraiment une chance incroyable. Après, y a pas mieux pour voyager que de partir soi-même et d'avoir son propre programme, parce que souvent vous êtes très encadré dans ce genre d'événement et en général on passe plus de temps dans les avions que au volant de la voiture. Donc là, en l'occurrence, c'était vraiment un voyage exceptionnel parce qu'on a pu rester plusieurs jours et donc on a eu le temps. On va dire de digérer, on va dire le trajet et de bien travailler. Ce qui est très rare. Et j'ai filmé ça. J'ai la vidéo sur Super Vroom 2 ou sur Super Vroom 2, elle y est la vidéo de ça. On ira creuser. Mais oui, je reviens juste sur ce que tu dis. Effectivement, c'est certes, tu voyages beaucoup quand tu es voyageur. Chris Harris. C'est Chris Harris. Chris Harris, j'étais dans l'avion avec lui, je faisais mon montage. Et je me disais, je vais sortir avant Top Gear. À l'époque, il bossait pour Top Gear, il était pas à son compte. Et je suis sorti avant Top Gear, mais bon, ça a pas fait des vues de dingue, puisque à l'époque, il y avait pas beaucoup, il y a beaucoup moins de monde sur YouTube. Exactement. Avril 2024. Double page automobile classique, Tesla Model S, coup de foudre. C'était a priori l'inauguration du premier Tesla Store en France, donc il y a 10 ans maintenant. Oui, c'est avril 2014. 2014, vous pardon. Vous avez fouillé, les gars, vous avez trouvé. Ah ouais, non mais attends, on a décortiqué ta vie. Vraiment, bravo pour le boulot. On a toute une team qui fait ça. Non, je déconne, c'est Greg, je crois. Je pense que c'est Greg. C'est Greg qui a beaucoup bossé. Il a fait du bon boulot. C'était il y a 10 ans. Maintenant, c'est quoi ton rapport avec Tesla ? Parce que tu connais très bien Tesla, entre le roadster 2008 et maintenant, quel rapport t'entretiens, tu as dans ta tête avec Je deviens de plus en plus critique sur Tesla, forcément, puisqu'il y a de la concurrence, et il y a de la concurrence chinoise. Et donc, moi, ce que je reproche à Tesla, j'ai pas besoin de dire ce que j'aime chez Tesla, puisque en fait, ils sont en avance, ils dominent le game, et surtout, leur voiture, cette voiture-là, vous voyez, je l'ai essayée il y a 10 ans. C'est toujours la même aujourd'hui. Il y a eu des évolutions, mais il y a eu que des évolutions. Minime, Et elle est toujours en tête de sa catégorie, c'est-à-dire que même une Taycan qui va être plus agréable à conduire, elle offre pas le même ratio praticité, rapport qualité-prix. Donc voilà, cette voiture était très en avance. C'était sympa de pouvoir faire un article comme ça dans l'automobile classique, qui là pour le coup on est vraiment dans un magazine, d'ailleurs qui n'existe plus malheureusement, mais là pour le coup on était vraiment sur un magazine entre guillemets conservateur de spécialistes. Les ont pris une claque. Non mais j'ai. Il a fait réagir cet article à l'époque ou? On n'avait pas autant, sur la presse écrite, on n'a pas autant de retours. Ils envoient des courriers. T'as l'habitude, voilà, c'est ça. Vous avez l'habitude d'avoir tout de suite du retour. Moi, recommandé. Sur YouTube, là, j'ai posté une vidéo cet après-midi, je regarde, et puis, et en plus, ce qu'il y a de terrible, c'est souvent des mecs super bons et des spécialistes qui mettent tout de suite le doigt sur la faille. Exact. Ça, c'est horrible, quoi. T'as bossé comme un dingue sur ton truc, etc. Il y a un endroit où il y a une faille que toi, t'as pas vu et tout de suite, mes commentaires en général, c'est sur la faille, quoi. C'est terrible. Mais ça nous oblige, je trouve ça bien parce que ça nous oblige à être meilleurs, à nous corriger. Vous voyez, la Turbo, par exemple, ils ont dû faire un. Bien sûr, c'est assez fou en télé. Ils vont faire gaffe au prochain. Mais non, mais quand il y a des avis utilisateurs, tu te tiens un carreau. Là, justement, on parle de commentaires et il y en a un sympa dans le chat et j'ai envie de poser cette question. C'est quelle voiture as-tu embouti en faisant un essai? Est-ce que tu as déjà mis une voiture au tas? Alors, alors évidemment.
La mauvaise foi de l'essayeur, et en plus, comme je suis motard, double mauvaise foi. C'était pas de ma faute. Non, j'ai eu 2 énormes cartons, et à chaque fois, c'était des limousines en aluminium. Alors, il y en a une, c'était la XJ chez Jaguar, et l'autre, c'était l'Audi A8. Et dans les 2 cas, c'était à peu près la même situation. J'ai pas eu de chance, quoi. Enfin, je suis arrivé à un endroit, il y en a une, j'étais à un stop, et il y a donc à l'arrêt, il y a un véhicule qui est arrivé, qui a déboîté et puis qui est venu nous encastrer, qui est arrivé trop vite et qui est venu nous encastrer. Mais là, il a plié la voiture en 2, airbag, machin. Heureusement qu'on était dans une limousine XJ parce que on a pris cher, mais voilà, on n'a rien eu. Aucune blessure. Non, mais par contre, les gens qui étaient autour et qui ont assisté à l'accident, ils ont cru que j'étais un extraterrestre parce qu'en fait, il y a une équipe, c'est une présentation presse, et il y a une équipe Jaguar qui est arrivée qui m'a donné une nouvelle bagnole et je suis reparti avec la nouvelle bagnole. Et j'ai même pas eu besoin de gérer les papiers. Ah ouais, J'ai dû faire une signature. C'est-à-dire que même le président de la République, il a un carton, on lui ramène pas une voiture et il repart avec, quoi. Et la deuxième fois, c'était l'Audi A8, même condition, mais c'était en Autriche. La première fois, c'était en Espagne, en Jaguar. La deuxième fois, c'était une Audi A8. Et là, je faisais une manœuvre à un endroit et pareil, il y a une voiture qui arrive à fond, qui a doublé plusieurs voitures et qui est venue me percuter. J'ai juste eu le temps de réaccélérer pour qu'il me percute sur l'arrière au lieu de percuter la porte de mon côté. Et donc j'étais pas en tort à chaque fois, les 2 fois, non vraiment pour le coup j'étais pas en tort, mais bon, heureusement que j'étais dans des grosses voitures et qui se pliaient bien. Qui absorbaient bien. T'as jamais eu de soucis techniques pendant tes essais, genre une petite accro ou... Ça, je pense qu'il y en a des centaines. Non, on va pas partir sur ce terme. Les soucis techniques, c'est les batteries souvent. Parce qu'en fait, quand on fait des photos en statique, on laisse allumer les phares. Et on laisse allumer le contact et la petite batterie 12 volts, si on est resté 1 heure avec les phares allumés pour faire les photos, elle aime pas ça. Et là, sachant que, précisons, tu parles pas uniquement de voitures électriques et de voitures thermiques, enfin la batterie 12 volts qui est présente depuis des dizaines d'années. On les a sur les batteries et les voitures électriques. Tout à fait, que le chat ne pense pas qu'on parle de voitures électriques et que les gens se disent si tu laisses tes phares allumés 1 heure, la batterie n'a plus de... Non, les voitures électriques ont bien une petite batterie d'accessoires 12 volts qui se décharge. Ouais, mais qui est chargée par la grosse batterie. Pas forcément, ça dépend. Mais quand ça roule. Ouais. Mais elle va pas, elle va pas à l'arrêt transférer le courant. Ah, ça, je savais pas.